deux chiffres ont explosé comme une détonation discrète. 300 milliards de dollars de tarifs américains et 94 milliards d'exportations africaines en 2025, un paradoxe qui fissure l'ordre économique. Ce contraste brutal, né d'une guerre commerciale lointaine, redessine pourtant le terrain pour un continent que beaucoup jugeaient encore périphérique. Alors que les chaînes d'approvisionnement se déplacent, une question frappe de plein fouet. Ibrahim Traoré incarne-t-il la preuve que la souveraineté peut naître d'un vide mondial imprévu? Et si ce basculement silencieux annonçait la prochaine zone d'équilibre du XXIe siècle? Ce récit promet une chose simple: comprendre comment un choc commercial mondial peut devenir un levier continental. La valeur de cette compréhension tient en 10 mots: anticiper les transitions avant qu'elles ne sculptent les hiérarchies. À mesure que les tarifs explosent et que les routes se renversent, l'Afrique passe d'un rôle subi à une position stratégique où produire ne signifie plus seulement exécuter, mais définir les règles du jeu. Les enjeux sont immédiats: contrôler les marges, décider des rythmes industriels et transformer une fenêtre de 5 ans en trajectoire durable. Un micro-hook s'impose alors. Si l'écosystème se restructure en 30 jours, que devient un continent prêt depuis 30 ans? Car le défi n'est pas de célébrer une renaissance annoncée, mais d'en lire les lignes minuscules, celles qui déterminent pour qui la croissance comptera vraiment. Et c'est précisément cette grille de lecture que cette analyse propose: suivre les choix, mesurer les écarts et repérer les points où une économie longtemps fragmentée commence à parler d'elle-même. Deux faits, révélés presque en coulisses, renversent d'entrée de jeu la lecture habituelle. En moins de 30 jours, des chaînes construites en 3 décennies ont cédé et 94 milliards de dollars d'exportations africaines ont remis en question la hiérarchie mondiale. Ce double mouvement, rapide et massif, ferme la Curiosity Loop ouverte en paix. Il montre qu'un vide peut devenir une architecture, pour peu qu'un continent décide d'en contrôler le rythme. L'origine du basculement s'observe dans un enchaînement serré. Les droits de douane américains, portés à 300 milliards de dollars, ont provoqué un déplacement brutal des routes logistiques, poussant les flux à contourner Shanghai pour s'ancrer à Tema, Abidjan ou Bobo Dioulasso. Ces déviations n'étaient pas des accidents, mais la preuve que la crise sino-américaine créait un corridor d'opportunités là où l'on ne voyait qu'un choc commercial. Ce redéploiement ouvrit un espace inédit pour les économies africaines. Mines, ports, zones franches, usines textiles ou agro-industrielles se retrouvèrent soudain connectés à une demande urgente venue de l'extérieur. Dans ce paysage mouvant, Ibrahim Traoré apparaît comme la figure qui transforme la réaction en stratégie. Son principe: produire localement, contrôler les contrats, imposer la majorité publique, a inversé un réflexe ancien: répondre à la demande internationale sans céder la gouvernance industrielle. L'enjeu n'était plus seulement de raviver des usines, mais de redéfinir la valeur ajoutée et la destination des marges. La bois qui en découle est plus large qu'une simple redistribution de flux. Les ports tournent jour et nuit, les raffineries rallument leurs fourneaux. Les zones franches comptabilisent leurs marges en temps réel. Ce qui semblait une succession d'événements isolés devient un système cohérent. Des coentreprises contrôlées localement, une montée progressive des salaires industriels et une coordination AES qui remplace les dépendances fragmentées par une logique commune. Ainsi s'esquisse une nouvelle carte où l'Afrique ne réagit plus. Elle redéfinit. Dans les premiers mois du basculement, le terrain s'est clarifié à travers celles et ceux qui ont traduit les chiffres en gestes. À Ouagadougou, un groupe restreint d'ingénieurs ghanéens et nigériens a coordonné les tracés ferroviaires reliant le Sahel à l'Atlantique, transformant des cartes statiques en infrastructures tangibles.
Leur méthode tenait en trois mouvements: diagnostiquer les goulets logistiques, réaffecter les concessions dormantes, puis ajuster la production pour répondre aux flux détournés depuis l'Asie. Le premier micro-case émergea à Bobo-Dioulasso, une ancienne filature chinoise rouverte, désormais alimentée par des techniciens formés localement. La logique était simple, presque brutale: produire immédiatement ce que les chaînes asiatiques n'acheminaient plus. En quelques semaines, l'usine tourna jour et nuit, offrant un laboratoire de souveraineté appliquée où les marges locales se mesuraient heure par heure. Le second microcase se joua plus au sud, sur la côte ghanéenne. Un entrepôt frigorifique transformé en hub logistique absorbant les cargaisons de fruits autrefois destinées à Shenzhen. Cette infrastructure devint l'exemple parfait de la réécriture logistique. Flexible, régionale, calibrée pour la vitesse plutôt que la dépendance. Dans ces deux scènes, le même fil conducteur apparaissait. Une économie longtemps considérée comme périphérique démontrait sa capacité d'adaptation sans script extérieur. Ibrahim Traoré, en arrière-plan institutionnel, renforçait cette dynamique par une règle fixe: majorité publique, audit trimestriel, transfert de compétences obligatoires. Le message sous-jacent, porté par ces acteurs de terrain, tenait en une seule idée: la souveraineté se vérifie dans l'exécution. Et c'est là que tout commence. La séquence s'est enclenchée plus vite que ne l'anticipaient les analystes. Dès que Washington a transformé ses tarifs temporaires en règles durables, les flux commerciaux ont commencé à changer de direction. Les navires quittèrent les routes asiatiques traditionnelles, tandis que les usines américaines et européennes, soudain privées de composants, cherchèrent de nouveaux points d'ancrage. C'est ce moment précis qui constitua la phase de Kishroat, lorsque l'Afrique passa du statut d'alternative théorique à celui de solution immédiate. Les premières décisions furent rapides, presque abruptes. Les entreprises américaines délocalisèrent leurs opérations de filature du Vietnam vers le Burkina Faso. Les groupes agricoles européens louèrent des terres pour raffiner localement, accélérant la transition vers une production maîtrisée à l'intérieur du continent. Le Niger installa ses premières pompes solaires destinées à l'exportation, tandis que le Ghana lança son système de douane numérique pour fluidifier les mouvements régionaux. Cette constellation d'initiatives dessinait un moteur continental dont les engrenages, longtemps sous-utilisés, s'alignaient pour la première fois. La Cao-Trao arriva presque sans pause. Les exportations non pétrolières passèrent de 72 à 94 milliards de dollars en 12 mois, propulsant les ports d'Abidjan et de Théma dans une activité continue, jour et nuit. Les, les raffineries d'or rallumèrent leurs fourneaux, les filatures ressuscitèrent leurs chaînes, et les zones franches de Bobo-Dioulasso devinrent des pôles textiles stratégiques. Les marges locales, longtemps comprimées par des contrats déséquilibrés, commencèrent à dépasser les 40%, signe d'une reconquête économique. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré imposa trois règles: 51% de participation nationale, transparence fiscale, audit trimestriel public. Le message était direct: partenariat, oui; dépendance, non. L'effet psychologique fut tout aussi important que l'effet économique. Dans les rues de Ouagadougou, les ouvriers sortant des usines ne parlaient plus d'aide ou d'ONG, mais de tonnages exportés et de marges ajoutées. Les marchés, eux, mirent du temps à réaliser que derrière les chiffres se déroulait un changement structurel. L'Afrique ne réagissait pas à la crise, elle la transformait. Les économistes résumèrent ce moment d'un terme frappant: le pivot silencieux. Rien ne s'annonçait par des ruptures spectaculaires, mais tout évoluait par couches successives, comme si le continent reconstruisait ses priorités en marchant. Puis vint la du champ, une phase moins visible mais cruciale.
Les multinationales durent s'adapter. Certaines protestèrent contre les nouvelles clauses locales, d'autres acceptèrent les conditions et consolidèrent leur implantation. Les investisseurs, attirés par la stabilité croissante de la région AES, commencèrent à revoir leur modèle, intégrant l'idée que la souveraineté industrielle pouvait constituer un facteur de prévisibilité plutôt qu'un risque. Dans ce nouvel équilibre, chaque contrat devenait une preuve supplémentaire que la dépendance historique pouvait être inversée. Au même moment, les infrastructures continuaient de s'étendre. Le corridor de 6000 km reliait mines, ports et usines, permettant de réduire de 15% les coûts logistiques grâce aux nouvelles centrales hybrides du Niger et du Mali. Les techniciens, formés localement par milliers, incarnaient la mutation la plus profonde, celle d'un continent qui produisait pour lui-même autant que pour le monde. Là où l'on exportait des matières brutes, on calibrerait désormais des produits finis. Là où l'on négociait sous contrainte, on imposait des standards. La dynamique de cette séquence tenait dans un principe unique: transformer chaque choc en levier. Et c'est ce levier, désormais ancré dans les pratiques industrielles du Sahel, qui redéfinit la cadence réelle du basculement. Les premiers indicateurs chiffrés ont offert une lecture beaucoup plus tranchée du basculement industriel africain. Au-delà des impressions et des récits, trois données structurantes ont éclairé la mécanique réelle d'une transformation longtemps sous-estimée. Le premier chiffre marquant fut l'évolution des exportations non pétrolières du continent, de 72 à 94 milliards de dollars entre 2024 et 2025. Cette progression n'était pas un sursaut conjoncturel, mais la preuve qu'un déplacement massif des flux avait trouvé un terrain opérationnel prêt à absorber la demande. Elle montrait que les infrastructures en sommeil pouvaient devenir productives en quelques mois, si la gouvernance restait alignée. Le second chiffre déterminant provenait des investissements nouveaux concentrés dans le textile, l'or et les infrastructures ferroviaires. 8,6 milliards de dollars injectés au Burkina Faso en 2025. Cette enveloppe révélait un choix stratégique plutôt qu'un afflux opportuniste. Les investisseurs misaient sur des chaînes logistiques plus courtes, davantage contrôlées et alignées sur la dynamique AES. Une phrase suffisait pour résumer cet effet. Ces capitaux relançaient des cercles économiques internes auparavant inexistants. Là où les modèles dépendants ne généraient que des marges limitées, cette nouvelle architecture produisait de la valeur circulante. Le troisième chiffre, plus discret mais tout aussi structurant, concernait la capacité énergétique régionale. 10 mégawatts ajoutés par les centrales hybrides du Niger et du Mali. Ce nombre semblait technique, mais il redéfinissait un élément clé. La stabilité énergétique conditionne la planification industrielle. 12 mots suffisent pour éclairer cet impact. Une énergie stable garantit la continuité productive sans dépendance extérieure immédiate. Ce gain, encore modeste à l'échelle continentale, réduisait pourtant de 15% les coûts logistiques sur le corridor, créant une marge nouvelle pour les acteurs locaux. Ces chiffres, mis bout à bout, dessinaient une équation simple: croissance, contrôle, coordination. L'Afrique n'avançait pas par à-coups, mais par alignement successif, où chaque variable renforçait les autres. Les marges locales dépassant les 40% démontraient une reconquête industrielle, tandis que les ports en activité continue validaient la capacité d'absorption. Les, les filatures de Bobo Dioulasso, les entrepôts ghanéens et les mines réactivées du Sahel formaient un réseau cohérent où les coûts, les délais et les volumes se stabilisaient progressivement. Dans le même temps, les banques d'investissement occidentales révisaient leurs modèles. Les prévisions intégraient désormais un paramètre inattendu: la fiabilité régionale. Les entreprises ajustaient leur stratégie d'implantation,
préférant des coentreprises contrôlées localement à des concessions classiques. Les États, eux, renforçaient une gouvernance hybride mêlant audit public, participation nationale majoritaire et transfert technologique obligatoire. Ce triptyque créait une barrière propre à l'Afrique, une croissance sans prêt conditionnée, ancrée dans ses propres institutions. Le plus frappant restait pourtant la cohérence de la trajectoire. Chaque indicateur confirmait que le continent déplaçait son centre de gravité, non pas par un miracle économique, mais par une série de décisions mesurables. La logique du corridor AES, étayée par ces données, démontrait que la souveraineté n'était pas un slogan politique, mais un ensemble de métriques alignées. Et ces métriques, désormais lisibles, redéfinissaient la manière d'évaluer la puissance économique d'une région longtemps considérée comme périphérique. Deux lectures opposées ont émergé lorsque les premiers bilans du corridor AES ont circulé. Le premier camp, composé d'économistes occidentaux prudents, affirmait que la trajectoire africaine n'était qu'un reflet mécanique de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Selon eux, le continent bénéficiait d'un vide temporaire, une parenthèse créée par la rupture sino-américaine appelée à se refermer dès que les deux géants rétabliraient leurs échanges. Ils rappelaient les cycles des années 1970 où les flambées du cuivre ou du cacao avaient fini par s'effondrer en entraînant de nouveaux épisodes de dépendance. Le second camp, plus pragmatique, observait une dynamique différente. La croissance africaine ne reposait pas sur un seul produit, mais sur un corridor diversifié. Textile, or, agriculture, énergie. Les contrats signés depuis 2020, 25, incluaient des clauses inédites, audit public, réinvestissement local, transfert de compétences, qui modifiaient la structure même des partenariats. Les marges nationales dépassant les 40% confirmaient une montée en puissance interne, tandis que les 12 000 techniciens formés dans la zone AES validaient l'idée d'un capital humain consolidé. Pour ces analystes, une croissance fondée sur plusieurs secteurs et encadrée par des règles strictes ne pouvait être qualifiée de simple réaction conjoncturelle. La réponse rationnelle à ces deux positions se trouve dans les données observées. D'un côté, il est vrai que le basculement initial est né d'une rupture externe. La cascade de sanctions sino-américaines a ouvert un espace inattendu. De l'autre, les éléments structurels mis en place par les États africains montrent une volonté de transformer cet instant en trajectoire. Le triptyque croissance plus contrôle plus coordination ne dépendait pas des seules fluctuations mondiales. Les coentreprises majoritairement publiques, la réduction de 15% des coûts logistiques grâce aux centrales hybrides et la montée progressive des marges locales prouveraient même une capacité d'autonomisation. En ce sens, le Stillman du projet n'oppose pas les deux camps, il les réconcilie. Le choc fut externe, mais l'architecture de réponse fut interne, mesurable et reproductible. Tout s'est joué très vite. Ce point médian révèle une bascule que peu d'observateurs avaient anticipée. Le corridor africain, d'abord perçu comme une réponse d'urgence, est devenu en quelques mois une architecture industrielle autonome. Les ports d'Abidjan et de Théma ont absorbé les flux détournés, tandis que les zones franches textiles ont calibré leur production avec une précision nouvelle. Cette agilité n'était pas un effet de circonstance, mais la preuve qu'un système régional pouvait se coordonner sans attendre un cadre extérieur. La scène la plus parlante se déroula à Ouagadougou lorsqu'un rapport interne confirma que 40% de la valeur ajoutée locale provenait désormais de coentreprises contrôlées. Ce pourcentage, discret mais décisif, indiquait qu'un modèle différent prenait forme, une croissance qui reste chez elle.
Dans cette séquence, Ibrahim Traoré devint l'axe autour duquel se structuraient les règles. Participation majoritaire, transfert obligatoire, audit public, non comme un discours, mais comme un protocole. Le midpoint indique alors une vérité simple. La mutation n'est plus un scénario, elle est une mécanique active. Et c'est cette mécanique qui redéfinit désormais les rapports de force. Les conséquences du pivot africain se sont matérialisées dans 4 sphères interdépendantes, chacune révélant une partie du déplacement profond à l'œuvre. Les États du Sahel, longtemps dépendants des importations, sont devenus exportateurs nets de produits transformés. Les États du Sahel, longtemps dépendants des importations, sont devenus exportateurs nets de produits transformés. Le Burkina Faso a vu ses exportations annuelles passer de 8,6 à 12 milliards de dollars entre 2025 et 2026, transformant sa balance commerciale et réduisant sa dette publique de 9%. Ce mouvement n'était pas un simple redressement sectoriel, mais la preuve qu'une souveraineté comptable pouvait émerger lorsqu'un pays contrôlait ses propres marges. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré a défini un cadre où la dignité économique se mesurait dans les volumes exportés, non dans les promesses d'aide. Les compagnies locales, autrefois perçues comme fragiles, ont commencé à absorber des segments entiers de production à bas coût, autrefois destinés à l'Asie. Les compagnies locales, autrefois perçues comme fragiles, ont commencé à absorber des segments entiers de production à bas coût, autrefois destinés à l'Asie. Une chambre de commerce américaine a estimé que le continent pourrait remplacer 15% de la production manufacturière asiatique d'ici 5 ans, une projection révélatrice de la nouvelle fiabilité industrielle africaine. Les multinationales ont dû s'ajuster. Certaines ont intégré des clauses de formation obligatoires et de réinvestissement local pour conserver leur accès aux zones AES. Ce rééquilibrage a limité la fuite de capitaux, tout en consolidant un tissu productif régional. Dans les villes industrielles, les effets ont été visibles presque immédiatement. Dans les villes industrielles, les effets ont été visibles presque immédiatement. À Bobo-Dioulasso, plus de 9000 travailleurs ont retrouvé un emploi stable dans des parcs textiles alimentés par énergie solaire, bouleversant le quotidien de quartiers entiers. Les familles parlent désormais d'exportations au petit déjeuner, comme d'un indicateur normal de la vie économique. Les étudiants, eux, abandonnent progressivement les cursus orientés vers l'aide internationale pour s'inscrire dans la logistique, la robotique ou la comptabilité d'exportation. La transformation n'était plus abstraite. Elle devenait un emploi, un salaire, une trajectoire. Le succès du corridor AES a contraint les grandes puissances à revoir leurs priorités diplomatiques. Le succès du corridor AES a contraint les grandes puissances à revoir leurs priorités diplomatiques. Les États-Unis ont lancé une loi sur l'accès manufacturier africain, offrant 25 milliards de crédits à taux réduit pour stabiliser les chaînes nouvellement formées. La Chine, de son côté, a converti une partie de ses prêts en participation industrielle, créant un modèle hybride où la dette devenait actionnariat. Ces ajustements ont montré qu'un gagnant tiers avait émergé dans la rivalité sino-américaine, un continent capable d'imposer ses conditions sans escalade politique. L'Afrique cessait d'être une variable d'ajustement pour devenir une pièce maîtresse de l'équilibre global. À travers ces 4 cercles, la même vérité se dessinait. Le pivot africain n'était pas une réaction mais une recomposition méthodique. Et cette recomposition, désormais tangible, redéfinit la façon dont le monde calcule la valeur. Les 12 prochains mois dessineront une trajectoire encore instable, où 3 scénarios demeurent plausibles selon l'évolution de la demande mondiale et la solidité du corridor AES.
Ces hypothèses ne cherchent pas à prévoir l'inévitable, mais à tracer les marges de manœuvre réelles des États et des entreprises. Le premier scénario s'appuie sur la continuité des tendances observées. Le premier scénario s'appuie sur la continuité des tendances observées. Les exportations africaines dépasseraient légèrement la barre des 110 milliards de dollars en 2027, soutenues par la montée des coentreprises contrôlées localement et par une logistique stabilisée. Les ports d'Abidjan et de Théma resteraient des nœuds essentiels, mais la pression sur les coûts énergétiques rognerait d'une partie des marges, limitant les gains rapides. Dans ce contexte, la croissance serait lente, structurée et relativement résistante aux chocs modérés. L'Afrique consoliderait alors un modèle d'apprentissage industriel maîtrisé, sans expansion brusque. Le deuxième scénario envisage une intégration renforcée de l'alliance AES étendue à 7 pays. Le deuxième scénario envisage une intégration renforcée de l'alliance AES étendue à 7 pays, avec une production régionale grimpant à 130 milliards de dollars. Les chaînes manufacturières africaines intégreraient davantage de technologies locales, pompes solaires, logiciels douaniers, textiles connectés, réduisant la dépendance à l'importation. Les jeunes diplômés trouveraient un emploi sur place plutôt qu'à l'étranger, alimentant un cycle interne de compétences. Dans ce cas, le Sahel deviendrait un pôle central de la nouvelle équation industrielle mondiale, comparé par certains analystes à une Asie verte. Le troisième scénario repose sur une chute de la demande mondiale ou un rétablissement rapide des relations sino-américaines. Le troisième scénario repose sur une chute de la demande mondiale ou un rétablissement rapide des relations sino-américaines. Cette normalisation refermerait l'espace dont l'Afrique a profité, entraînant une baisse des prix et une contraction budgétaire pour les États dépendants du corridor. Les investisseurs étrangers se retireraient partiellement, réinstallant une dépendance déguisée. Les retours migratoires augmenteraient et les entreprises locales subiraient un stress immédiat lié à la réduction de commandes. La dynamique resterait réversible, mais à condition qu'une politique industrielle ferme soit maintenue. Plutôt que de craindre ou de fantasmer ces trajectoires, la clé est d'apprendre à modéliser sans s'attacher au cycle. Plutôt que de craindre ou de fantasmer ces trajectoires, la clé est d'apprendre à modéliser sans s'attacher au cycle. Les pays du Sahel devront définir leur marge d'action avant que les courbes ne changent. Ce n'est pas la croissance qui protège, mais la cohérence à la défendre. Le message du corridor AES ne se limite pas aux chiffres ou aux stratégies. Il touche directement ceux qui vivent et façonne la transformation. Dans les ateliers textiles de Bobo Dioulasso ou les usines du Ghana, chaque décision produire, recycler, exporter devient une action à impact tangible. Dans les ateliers textiles de Bobo Dioulasso ou les usines du Ghana, chaque décision produire, recycler, exporter devient une action à impact tangible. Chaque contrat local maintenu, chaque chaîne fonctionnelle réactivée contribue à l'indépendance économique. Petit conseil, analysez vos flux internes pour maximiser l'effet de chaque investissement. L'économie, comme le répète souvent Ibrahim Traoré, n'est pas abstraite. C'est une éthique du travail partagé. Pour ceux qui ont grandi entre deux continents, l'Afrique offre un terrain d'action concret. Pour ceux qui ont grandi entre deux continents, l'Afrique offre un terrain d'action concret. Les écoles du Sahel ouvrent des cursus en logistique, robotique et comptabilité d'exportation, offrant des opportunités où le retour n'est plus un sacrifice mais une stratégie. Un geste simple, comme envoyer une idée ou un partenariat vers Ouagadougou ou Abidjan, peut avoir un impact plus grand que le retour symbolique. Ne considérez pas ces mouvements comme une menace, ils sont une opportunité d'équilibre. Ne considérez pas ces mouvements comme une menace,
ils sont une opportunité d'équilibre. Soutenez les marchés stables là où les partenaires s'écoutent et où la cohérence prévaut. Une attention ciblée et constructive permet d'intégrer la dynamique africaine sans l'étouffer. L'objectif final est clair. Chacun, à sa place, peut contribuer à la souveraineté collective. La prospérité devient un langage universel, mais seulement si elle est comprise et pratiquée de manière concrète. Ces recommandations ne sont pas spectaculaires, mais mesurables. Chaque action locale, chaque apprentissage technique et chaque investissement réfléchi participe à la consolidation d'un système stable et autonome. Pour transformer la dynamique actuelle en un succès durable, un plan clair en 5 étapes se dessine. Chaque État de l'AES doit dresser un inventaire complet des infrastructures disponibles et des besoins industriels réels. Chaque État de l'AES doit dresser un inventaire complet des infrastructures disponibles et des besoins industriels réels. Objectif: d'ici 2027, avoir une cartographie complète permettant de prioriser les investissements et d'évaluer l'impact potentiel sur la production régionale. La mesure à prendre: rapport trimestriel et indicateur de couverture industrielle. Créer des pôles spécialisés dans la logistique et l'énergie solaire, financés par les profits miniers des industriels. Créer des pôles spécialisés dans la logistique et l'énergie solaire, financés par les profits miniers et d'industriels. Chaque centre doit fournir des formations certifiées aux jeunes diplômés. La mesure à prendre: nombre de participants formés et taux de placement dans les zones industrielles du corridor. Tous les nouveaux accords commerciaux incluent une clause de réinvestissement local d'au moins 15% et un volet de transfert technologique. Tous les nouveaux accords commerciaux incluent une clause de réinvestissement local d'au moins 15% et un volet de transfert technologique. Chaque entreprise partenaire doit documenter ses actions et les soumettre aux audits trimestriels. La mesure à prendre: pourcentage de contrats respectant la clause et nombre de techniciens formés. Relier la production à l'autonomie énergétique via des micro-réseaux hybrides. Relier la production à l'autonomie énergétique via des micro-réseaux hybrides. Réduire de 20% les coûts d'exportation d'ici 2 ans grâce à l'énergie solaire et aux infrastructures ferroviaires. La mesure à prendre: suivi des coûts logistiques et du rendement énergétique. Pas seulement en milliards, mais en stabilité. Suivre les taux d'emploi, les salaires et la scolarisation technique. Pas seulement en milliards, mais en stabilité. Suivre les taux d'emploi, les salaires et la scolarisation technique. La mesure à prendre: indicateurs économiques et sociaux. Consolider chaque trimestre pour ajuster les actions et assurer une croissance cohérente. Ces 5 étapes créent un cadre opérationnel mesurable où chaque action produit des données exploitables. La souveraineté industrielle ne se limite plus à la parole. Elle se construit sur la base d'objectifs précis et vérifiables. Le moment clé de cette phase tardive ramène l'attention sur Ouagadougou, là où tout avait commencé. Les ingénieurs, techniciens et comptables qui, dès P4, avaient tracé les premières lignes ferroviaires, continuant de transformer chaque carte en action tangible. Chaque décision prise sur le terrain a un effet répercuté. Relancer une usine, calibrer un entrepôt, réaffecter les ressources énergétiques, tout devient preuve de continuité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste le fil conducteur silencieux. Son approche n'est ni spectaculaire ni médiatique, elle est méthodique. Chaque audit trimestriel, chaque contrat révisé, chaque transfert de compétences confirme une logique unique: construire lentement mais garder le contrôle à chaque étape. Les lumières tardives dans les bureaux et ateliers, les trains qui circulent et les ports en rap qui brillent ne sont pas de simples indicateurs d'activité. Ce sont les témoins d'une reconstruction patiente, fondée sur la dignité du travail. Les habitants voient dans chaque conteneur qui part
dans chaque machine qui tourne, la matérialisation d'un effort collectif. C'est ici que la continuité devient victoire. Alors que le corridor africain s'impose comme modèle de souveraineté et de résilience, chacun est invité à réfléchir à sa place dans ce mouvement. Les entrepreneurs, jeunes diplômés, diaspora et décideurs étrangers peuvent interagir avec cette dynamique de manière concrète. Une action simple, partager une idée, soutenir un projet local ou suivre les performances économiques régionales devient un geste tangible pour renforcer la cohérence et la stabilité. Les symboles sont partout. Les conteneurs qui quittent les ports, les machines qui tournent, les villes qui s'illuminent la nuit. Chacun peut s'approprier ce récit et le relayer, transformant l'inspiration en participation active. La prospérité, mesurable par les données mais ressentie dans les gestes quotidiens, devient alors un langage partagé. La question finale reste ouverte et invite à l'action. Sommes-nous prêts à mesurer la réussite autrement, non par la possession, mais par la cohérence et l'impact collectif?